Amateur, un amateur de psychanalyse, d'autres sont amateurs, j'ai entendu, d'épistémologie. Moi je suis un amateur de psychanalyse. Et voilà, donc les remarques que je vais faire sont celles d'un amateur, et peut-être d'un allié possible. Peut-être d'un allié, quelqu'un qui propose une alliance, dont j'ai pu comprendre que vous aviez peut-être un peu besoin aussi. Bien, donc une nouvelle alliance. Donc je suis philosophe de profession, je vous le dis au passage, parce que ça peut... Alors, ça va, je parle micro-fort, ça va, c'est bien. Bon, très bien. Alors je voudrais commencer par quelques remarques sur justement cette question de la science. D'abord, on a discuté notamment ce matin du problème, enfin on a abordé la question de la science du point de vue de ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de ce qui fait que quelque chose est une science ou pas. Et je dois quand même vous dire que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, la plupart des recherches qui se font sur cette question de la science sont faites dans le champ de ce qu'on appelle la sociologie ou l'anthropologie des sciences, ou l'histoire des sciences, qui justement part du constat que la description empirique, en réalité, de ce que sont les pratiques scientifiques, ne valide absolument pas l'idée d'une méthode scientifique. Donc, l'idée sur laquelle la science serait définie par une méthode, ou que quelque chose pourrait être appelé science parce que ça correspond à une méthode, est un fantasme. Si vous voulez en avoir une confirmation pour la période la plus canonique, qui est la période de la révolution scientifique, je suggère de lire le livre de Steve Shapin, S-H-P-I-N, qui s'appelle « La révolution scientifique », où il montre que même à ce moment-là, en fait, ce qu'on imagine être la méthode scientifique correspond à des pratiques extrêmement variées. Et en fait, ce qu'il y a, c'est pas la science, il n'y a pas la méthode scientifique. En revanche, il y a en effet, et depuis toujours, une idéologie, si vous voulez, de la science. C'est-à-dire que la science est une institution. On a défini quelque chose comme la science ou la méthode scientifique pour des raisons politiques. Ça, c'est l'enjeu notamment de l'école autour de Bruno Latour, le livre que vous avez fait aussi sur Léviathan et la pompe à air, qui est de Shapin et Schaeffer, porte sur ça, c'est-à-dire utiliser la notion de méthode scientifique pour trancher des controverses de manière irréfutable, c'est-à-dire pour garantir des prétentions au savoir, et pour les garantir de manière absolue. En fait, c'est ça que veut dire la science. Donc le problème, j'ai fait ces quelques remarques parce que quand on s'interroge sur la scientificité de la psychanalyse, en lisant le texte introductif, on sent que la question qui est posée est celle de la garantie. De la garantie d'une pratique, qui est la pratique psychanalytique. Bon, je le dis tout de suite. Donc ça, c'est une raison, celle qui était manifestement présente. L'autre raison pour s'interroger sur la relation entre psychanalyse et pratique scientifique pourrait être justement une question plutôt de, disons, de fertilité. La science n'est pas là pour garantir la légitimité d'un savoir, mais pour l'aider à se recréer, à se déplacer, à se réinventer, à s'ouvrir à d'autres pratiques, etc. Et ces deux choses, et quand on se pose la question du rapport entre psychanalyse et science, moi je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que ce qu'on veut, c'est une question de garantie, ou est-ce qu'on veut, c'est une question, disons, d'affinement de nos opérations, si je parle comme psychanalyste. Alors si ce qu'on veut, en fait, bah, c'est la question institutionnelle de la garantie, au fond, vous êtes dans ce moment-là dans une question qui peut-être pourrait être décrite par le concept psychanalytique de défense. Défense. Au sens aussi où vous êtes attaqué, c'est vrai, mais aussi peut-être aussi sous la défense, au sens psychanalytique du terme. Et il me semble qu'il y a un risque ici, que je voudrais pointer en tant qu'amateur, ami et allié, c'est qu'il me semble que la psychanalyse est une pratique qui est homogène ou immanente à la modernité, c'est-à-dire effectivement au champ où il y a des sciences, mais c'est justement une pratique qui est efficace parce qu'elle suspend la garantie. Si elle garantit la garantie, alors elle risque de se détruire comme telle. Donc, si la scientificité de la psychanalyse veut dire une
garantie en quelque sorte transcendante, une garantie presque formelle. Le risque, c'est que l'efficacité, on peut attester peut-être statistiquement, eh bien cette efficacité même se perd. Et qu'en plus, l'âme, qui est plus difficile à attester statistiquement, soit déjà perdue d'emblée. Donc qu'est-ce que ça veut dire le non garanti? Ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, que la psychanalyse est du côté de la magie. Parce que la magie, au contraire, repose sur la garantie. Donc, ce qui fait que la psychanalyse est une pratique étrange, est une pratique qui a un rapport à la scientificité, c'est justement que de l'intérieur, comme dirait Lacan, la psychanalyse s'occupe du sujet de la science. C'est un sujet qui est en dehors d'un monde où il y a de la science, un sujet de la science. Donc la psychanalyse de l'intérieur de ce monde contrejoue en quelque sorte la question de la garantie. Et en d'autres termes, ce qui est important, je pense, dans la pratique psychanalytique telle que moi je la comprends, c'est ce que j'appellerais le non-savoir. C'est-à-dire, c'est une pratique extrêmement méticuleuse du non-savoir. Et très précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à l'intérieur d'un espace qui se revendique, on pourrait dire de l'Aufklärung, qui se revendique des Lumières, qui se revendique d'une forme de rationalisation, de rationalisme. Donc à l'intérieur, quelque chose qui reconnaît la part, en quelque sorte, irréductible, inconstituable, de quelque chose qui échappe, quelque chose qui sort, quelque chose qui est ailleurs, quelque chose qu'on n'arrive pas à positiver. Bien, donc voilà, concrètement ce que ça veut dire, c'est qu'une psychanalyse qui serait fondée sur le savoir, c'est-à-dire qui consisterait à appliquer des théories sur des cas, est une psychanalyse qui risque de manquer son propre travail. Alors, ça ne veut pas dire, je tiens à le dire tout de suite, qu'il n'y a pas de fonction de la théorie, c'est pour ça que mon propos s'appelait « de la théorie pour l'inconscient ». Si on suppose que ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est effectivement l'ouverture à cette chose un peu étrange et difficile qu'on appelle cet ensemble de phénomènes, parce que c'est le phénomène qu'on appellerait l'inconscient, pourquoi est-ce que la théorie psychanalytique, et sous quel régime la théorie psychanalytique permet-elle précisément l'accès à l'inconscient, ou ouvre-t-elle l'accès à l'inconscient, si vous m'accordez que ce n'est pas parce qu'elle accumule des observations? Pourquoi? Bon, pour moi, le modèle du fait psychanalytique, c'est le lapsus. Voilà. Ce que c'est le fait psychanalytique. Un fait psychanalytique, c'est un lapsus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est justement quelque chose qui est surprenant, imprévisible. Donc si c'est quelque chose de prévisible, c'est presque pas de l'inconscient. Vous n'avez presque pas affaire à l'inconscient. Donc il y a de l'inconscient quand il y a une surprise, c'est une thèse lacanienne en vérité. Donc ça explique pourquoi c'est difficile de l'objectiver, cette affaire. Alors, donc si la psychanalyse a disons, besoin de théorie, c'est la petite proposition que je voudrais vous faire, ça n'est pas du tout pour pouvoir justement rassembler un certain nombre d'énoncés généraux applicables à des cas particuliers. Ça n'est pas non plus pour fonder la nature de sa pratique, c'est pour se distraire, littéralement, de ce qui apparaît comme étant le centre d'un propos ou le centre d'une situation, l'enjeu apparent. C'est-à-dire que l'importance de la théorie est de déplacer le regard, c'est-à-dire de faire que pendant qu'on a l'air d'être quelque part, on soit ailleurs. Pendant que le patient ou l'analysant, lui, est centré, focalise dans un certain espace, la théorie permet de déplacer la focale, ou plutôt de se tenir ailleurs, tout le temps ailleurs. Et se tenir ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on va encore une fois plaquer sur cet ailleurs des vérités qui viendraient éclairer la situation dans laquelle on est, parce que ce ne serait plus un ailleurs, ce serait un ici, et un ici plus vrai que l'ici où se passe la séance. Non, ça veut dire justement au contraire, précisément, qu'on est plus capable d'être alerté à des singularités, à des étrangetés, à des accros, à des petites butées, etc., qui vont permettre de déplacer, ou de faire, disons, de faire droit, de donner place à ces écarts, à cette autre scène dans laquelle il est question de s'occuper. Donc voilà, le but de la psychanalyse, c'est de tenir sur cette autre scène, de la théorie, pardon, psychanalytique. Ce qui explique pourquoi cette théorie a un caractère
je veux dire, ne décrit pas les phénomènes. La théorie psychanalytique ne décrit pas et ne doit pas décrire les phénomènes. En tout cas, une part de la théorie psychanalytique ne doit pas le faire. Je dirais peut-être les choses de manière moins choquante comme ça. Une part de la théorie psychanalytique ne doit pas le faire. Elle doit au contraire nous rendre indifférents aux phénomènes pour nous rendre plus vigilants aux événements. Parce que l'inconscient a un caractère nécessairement événementiel. Donc il y a un forçage de la situation qui est absolument nécessaire pour qu'il y ait quelque chose de l'inconscient qui apparaît. Et ce qui est adéquat à ce forçage, c'est la théorie. La théorie n'est pas naturelle. La théorie est une violence, ici, faite au phénomène. Et il faut qu'il y ait cette violence pour que justement il y ait cet autre espace. Voilà, donc je tiens à dire que je ne veux pas ici, disons, enfin je ne veux pas du tout par exemple m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit juste avant, que je trouve tout à fait légitime de vouloir essayer de se battre dans un espace particulier contre un certain nombre de bêtises aussi. De bêtises. Donc là, il y a un travail de police épistémologique à faire. Cette police épistémologique, je ne crois pas qu'on la fasse du point de la psychanalyse. On peut la faire du point de la philosophie, du point de la psychologie, du point de bien des choses, mais je ne suis pas sûr qu'il faille la faire du point de la psychanalyse. Donc le fait qu'il y ait des âneries épistémologiques très graves dans les psychologies, les psychiatriques, qui sont disons, dominantes, ne doit pas justement sacrifier, en quelque sorte, cette excentricité de la psychanalyse qui fait qu'elle ne repose que sur le fait qu'elle n'a pas de garantie. Et qu'elle aura une garantie, ce sera fichu. Et si on veut, pour terminer, je dirais, disons, plus on essaiera de rendre la psychanalyse scientifique, ou de faire croire que la psychanalyse est un discours scientifique, plus on ces théories épistémologiques qui en général permettent d'expliquer que la psychanalyse est scientifique sont souvent très peu convaincantes. Alors je voudrais juste quand même faire remarquer quelques petites choses, parce que j'ai entendu des choses. Bon. La science, ça n'est pas la généralisation inductive de lois générales à partir de faits. La science, ce qu'on appelle les sciences, c'est lié à la révolution galiléenne. Aristote observait, les scolastiques observaient ce qu'on appelle les sciences, c'est en effet disons le fait, au contraire, d'essayer de faire valoir des contrefactuels dans une situation pour pouvoir ensuite établir un certain nombre de mesures qui permettent de valider des lois sur les possibles. Donc c'est par exemple, vous faites une petite expérience avec, galiléenne, quoi. C'est-à-dire vous prenez un mobile, dessus vous mettez une bille, vous faites une catapulte verticale au mobile, vous regardez si la bille retombe dans le mobile, dans le chariot. Oui, elle retombe dans le chariot si le chariot est immobile. Si vous mettez le chariot en mouvement, est-ce que la bille va retomber dans le chariot? Est-ce qu'elle va retomber à l'endroit où le chariot n'est plus? Est-ce qu'elle va retomber ailleurs, etc. Bon, l'expérience montre qu'elle retombe dans le chariot. Principe d'inertie. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé par un contrefactuel pour installer une situation expérimentale, établir des mesures précises. Bon là c'est pas très compliqué, on a des chariots. Enfin les mesures doivent être plus précises. Donc ça n'a absolument rien à voir avec induire à partir d'observations. C'est poser des problèmes, etc. Enfin il y a plein de choses. Donc si on veut de toute manière faire ce travail, disons, d'épistémologie, il faut que les ressources épistémologiques soient un petit peu différentes, il me semble, de celles de Popper même, que j'ai entendu ce matin. Donc voilà, déjà Bachelard, ce serait mieux, ce serait plus facile, mais aussi la sociologie et l'anthropologie des sciences contemporaines, à ce moment-là, me semble nécessaire. De savoir ce que c'est qu'une science, c'est ce qui fait ce que font les sciences. Ce que font en pratique les sciences. Voilà, donc quelques observations qui, j'espère, auront au moins la vertu d'être un petit lapsus.